Ziguinchor, ils sont maintenant plus de 100. Une quarantaine de détenus a rejoint le mouvement d'humeur. Les premiers mots de Aliou Sané après sa libération, à suivre dans ce midi, le coordinateur du mouvement Y'en a marre. Apaisement de l'espace public, Macky Sall a-t-il abandonné le dialogue pour se lancer à des concertations sur la date du scrutin? Tentative de réponse dans ce midi. À suivre l'actualité internationale avec Anna Rocha. Les sports, Coupe du monde de beach soccer, Sénégal-Japon à 13h30, un match pour une qualification en quart de finale. Et en fin d'édition, point de vue sur la justice populaire, les cas sont devenus fréquents. Dernier en date à Ziguinchor, un homme d'une quarantaine d'années tué par un groupe de jeunes qui le prenaient pour un voleur. Débat aux alentours de midi 30 minutes. Abdoulaye Diop sur la partie technique de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Prise de parole très attendue du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Elle donne une conférence de presse cet après-midi sur les sujets d'actualité judiciaire qui préoccupent le pays selon un communiqué. Aïssata Tall Sall doit s'expliquer sur la série de libérations de détenus dits politiques. Elle est aussi attendue sur le cas Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, mais aussi sur l'idée d'une loi d'amnistie qui était agitée ces derniers jours. Récemment, en Conseil des ministres, le chef de l'État Macky Sall avait demandé au gouvernement, notamment au ministre de la Justice, de prendre les dispositions nécessaires pour matérialiser sa volonté de pacifier l'espace public. Grève de la faim à la prison de Ziguinchor. Une quarantaine de détenus se joint au mouvement d'humeur. Une grève de la faim entamée hier par environ 70 détenus qui dénoncent les longues détentions préventives, les tenues très distantes des chambres criminelles, entre autres. Dans le groupe des détenus qui refusent de s'alimenter figurent les détenus dits politiques. Je vous le disais en titre, le coordinateur du mouvement Y'en a marre se réjouit de la libération d'office intervenue vendredi dernier de sa libération. Il continue tout de même de clamer son innocence, de dénoncer également ces arrestations qu'il juge arbitraires. Aliou Sané avec El Hadj Ndiogoutien. Aujourd'hui, je suis sorti et voilà, par la grâce de Dieu, je vais très très bien. Et sur quelle base vous avez été libéré? C'est une liberté provisoire, hein, d'office. Hein. Moi, j'étais à Rebeuss, hein. Après les heures de cours, j'étais assis. Et puis voilà, quelqu'un est venu, un garde est venu me voir pour me dire, vous, monsieur Sané, vous êtes libre. Donc comme ça, alors que pendant tout ce temps... Sans aucune explication? Sans aucune forme d'explication, c'est après que je me suis adressé à la greffe pour voir les conditions de ma libération. Parce qu'en réalité, si vous avez suivi, à un moment, j'ai dû m'exprimer à partir de la prison pour dire que cette amnistie dont on parlait, que ça n'allait pas se faire en mon nom, que ma libération ne devait pas être au prix de l'effacement de tous ces crimes commis au Sénégal, ces exactions entre mars 2021 et maintenant. Oui, d'autres personnalités comme Bassirou Diomaye Faye et notamment Ousmane Sonko sont toujours en prison. On parle même de négociations secrètes pour faire libérer Ousmane Sonko. Vous en pensez quoi par rapport à ces négociations pour sa libération? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas de quoi il en est, et donc je ne suis pas de nature à m'épiloguer sur des choses que je ne maîtrise pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Bassirou Diomaye Faye est candidat. Il doit être libéré pour qu'il puisse aller battre campagne, s'adresser aux Sénégalais. Monsieur Ousmane Sonko aussi doit pouvoir être libéré dans le cadre de cette initiative du président Macky Sall visant à apaiser. Donc voilà, c'est des citoyens sénégalais qui méritent, oui, d'être libérés dans le même cadre, au même titre que moi et d'autres Sénégalais. Aliou Sané, coordinateur du mouvement Y'en a marre, à suivre plus en détail ce soir. Et il sera l'invité de RFM Soir. Midi 6 minutes, l'élection présidentielle et l'équation de la date. Le président Sall est en train de se concerter avec les acteurs politiques. Mais question, a-t-il abandonné le dialogue politique annoncé en grande pompe? Nous avons posé la question à des analystes politiques.
Mohamed Ali Mouba. Macky Sall table sur des concertations et non sur un dialogue. Il n'a pas beaucoup de temps et le calendrier républicain l'enferme dans des délais. C'est la conviction du journaliste Hassan Sab. Il est analyste politique aussi. Les concertations pourraient permettre d'aller beaucoup plus vite, de prendre les points de vue des uns et des autres et en définitive lui-même de se décider par rapport aux orientations à prendre, notamment pour ce qui concerne la date de l'élection présidentielle, mais éventuellement le respect des décisions, de toutes les décisions du Conseil constitutionnel, ou au-delà, bien sûr, la possibilité de reprendre tout le processus comme certains d'ailleurs le souhaitent. Tout cela, il faudra bien écouter les acteurs et dans un esprit ouvert, sagesse, prendre les meilleures décisions. Pour cela, je pense que les concertations sont les meilleures parce qu'un dialogue prendrait beaucoup plus de temps, ce serait beaucoup plus dans un esprit de conférence nationale, on n'en aura pas le temps et ça risque de tirer en longueur et de jeter davantage de discrédit sur le Sénégal. Pour le journaliste Ababacar Dione, il ne faut pas se fier aux apparences. Les consultations engagées par Macky Sall, en vérité, ne sont destinées qu'à gagner du temps et à engager ensuite le dialogue. C'est de privilégier les concertations. C'est vrai que moi, je pense que c'est à partir des concertations qu'il peut avoir une idée claire. Mais dès lors qu'il s'est ouvert au Sénégalais, il a déclaré qu'il veut parler avec tout le monde, qu'il veut avoir les positions de tout le monde. Dès lors qu'il a déclaré publiquement, je ne vois pas comment il peut appeler certains et exclure d'autres. C'est pas possible. Moi, je crois très sincèrement que c'est un préalable qu'il est en train de faire, en recevant certains, mais en finissant à ouvrir vraiment parce que d'autres parlent du processus électoral, parlent de la manière dont les choses doivent se passer. Et ce n'est pas à partir d'une rencontre de quelqu'un avec le président Macky Sall qu'il pourrait avoir une idée claire de ce qu'il doit faire par rapport au processus électoral. À moins qu'il s'arrête uniquement au choix de la date. Et pourquoi vouloir rencontrer des gens comme ça, des personnalités, pour le choix d'une seule date? Dialoguer, pourquoi faire, alors même que le Conseil constitutionnel a fini de décider? Pour Babacar Dione, Macky est dans la ruse. Parce que maintenant, il est clair que ce que veulent lui imposer une partie de la classe politique en disant que l'élection doit se tenir exactement avant le 2 avril, mais des juristes ont fait une sortie pour nous dire que ce n'est pas le cas. Donc le président Macky Sall n'est pas tenu d'organiser l'élection présidentielle avant le 2 avril. À partir de là, je crois que tout est possible, un dialogue avec tous les acteurs. Jusque-là, deux thèses s'affrontent. Celle qui défend l'élection avant le 2 avril avec la liste des candidats publiée par le Conseil constitutionnel et l'autre thèse qui veut la reprise du processus, ligne tenue par le PDS et les candidats dits spoliés. Aucune date n'est encore retenue pour le scrutin, mais les candidats battent campagne. La stratégie diffère d'une coalition à une autre, mais tous ont le même objectif, amasser le maximum de voix. Fama Dione s'est entretenu avec des directeurs de campagne. Visite de proximité, distribution de flyers. La coalition Diomaye Président a démarré sa campagne électorale dans la nuit du 3 au 4 février comme initialement prévu. Et selon le mandataire, la mise à leur disposition du fichier électoral leur a donné raison. Amadouba. En attendant la nouvelle date qui va sortir, le fichier électoral nous a été remis. Très bonne chose de la part de l'administration. Il faut savoir que le Conseil constitutionnel, dans sa décision, s'est adressé aux autorités compétentes, pas seulement au président de la République. Il ne faut pas l'oublier. Donc, ces autorités compétentes doivent continuer de respecter la légalité, de poursuivre les opérations électorales sans se soucier des desiderata politiques. Du côté du PUR, les cellules dans les différents quartiers sont mises à contribution. Elles sont chargées de faire connaître le programme du candidat Ali Mamadou Dia. Idriss Mbeng, le directeur de campagne adjoint du PUR. Nous avons jugé utile de ne pas s'arrêter tant que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé. Cette prononciation a eu lieu et nous avons eu raison. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Est-ce qu'il faut attendre ou bien est-ce qu'il faut continuer le travail? Nous avons décidé de continuer le travail. Tant qu'on n'a pas quelque chose de clair, qui est arrêté et définitif, nous jugeons qu'il n'y a pas encore de décision finale. C'est dans ces conditions que notre candidat Ali Mamadou Dia a dit à tous ses militants, nous continuons la campagne. Et si la coalition Diomaye Président et le Parti PUR optent pour la même stratégie, la coalition Aly Ngouille 2024 a adopté une autre stratégie, des audiences d'abord et après, plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Tous les candidats sont en train de faire campagne, chacun à sa manière. Parce que si l'objectif de la campagne c'est de massifier, de chercher de nouveaux militants, d'expliquer son programme, c'est quelque chose qui est en branle par tous les candidats. Certains peut-être y mettent un peu de folklore, d'autres ne mettent pas de folklore. Et vous particulièrement? Moi, je continue de massifier, je continue d'expliquer mon programme par différents supports.
Aujourd'hui, j'ai une émission que je démarre au Disso à Askanwi pour parler avec la population sur ma page Facebook aujourd'hui. Malgré le report de la présidentielle, des candidats continuent de battre campagne. Cependant, la coalition Diomaye Président dénonce ce qu'elle appelle une persécution de la part des forces de l'ordre. RFM, la radio de toute l'actualité. Dans le secteur des transports, à midi 11 minutes, les usagers de la liaison Kaffrine de la société Dakar Demdik pas du tout satisfaits du service. Ils dénoncent le mauvais état des bus et parlent de manque de considération à leur égard. Ndayawabe. Bus vétustes des climatiseurs qui ne marchent pas, des pannes techniques très récurrentes sur la ligne Dakar-Kaffrine, ce qui oblige à faire des arrêts le temps de les résoudre, des désagréments dénoncés par les usagers. À la descente, ce jeune homme sous couvert de l'anonymat, écouteur aux oreilles, pense qu'il s'agit d'un véritable manque de considération. C'est pas normal, je devais aller bosser mais là je suis déjà en retard donc je peux dire que j'ai déjà perdu la journée aujourd'hui. Je vais vérifier ça avant le départ c'est normal Très en colère, Aliou Fall, un autre usager, a déversé sa colère sur la société nationale. Pour lui, ce n'est pas la première fois que les passagers vivent un tel calvaire. La situation est vraiment maintenant. On doit avoir un nouveau bus en bon état et ils sont tous au courant de cette situation désastreuse. Je dois aller travailler à 15h et il fait déjà 14h et quelques. Une atmosphère difficile à supporter. Les usagers des bus Sénégal Demdik de la ligne Dakar-Kaffrine interpellent les responsables de la société nationale à régler cette situation au plus vite pour un voyage en toute tranquillité. De prendre le responsable. Ndayawabe, Kaffrine, Radio Futur Média. Les concessionnaires du nettoiement ont décidé d'assurer le service minimum pour limiter les dégâts. Une décision prise suite à une rencontre avec le directeur général du Trésor, lequel garantit qu'une partie de la dette sera épongée dès aujourd'hui, l'autre partie dans la semaine. Ces travailleurs invitent le directeur du Trésor à respecter ses engagements. Au cas contraire, ils ne comptent pas arrêter leur mouvement d'humeur. Boubacar Diallo, secrétaire général du collectif des concessionnaires du nettoiement, au micro de Oumoukal Soumli. Hier, on a été reçu par le directeur du Trésor, M. Cheikh Diop, en présence du directeur général de la Sonangène, M. Mastiam, et nous avions échanger et conclure par des engagements qui, je pense, que vont se matérialiser au plus tard ce vendredi à venir et l'autre vendredi. Donc nous avons des accords. On est en train de surveiller la matérialisation de ces accords qui doivent débuter normalement aujourd'hui. Aujourd'hui, après la rencontre, on a décidé effectivement d'assurer le service minimum pour limiter un peu les dégâts. Mais ce qui a été prévu, c'est que une partie de la dette soit payée, qu'on démarre le paiement aujourd'hui et étalonner ça jusqu'au vendredi prochain et l'autre partie soit payée avant l'autre vendredi prochain. Ouais, mais sinon, les mêmes difficultés vont persister et nous serions toujours dans l'obligation de toujours continuer à garer nos camions. Aujourd'hui, on a décidé effectivement d'assurer le service minimum à la demande du directeur général du Trésor qui a pris des engagements fermes. À Thiès, les mécaniciens et autres ouvriers de la région dénoncent leurs mauvaises conditions de travail et mettent sur la table leurs doléances, une assurance vie et leur intégration dans les mutuelles de santé. Ils demandent aussi aux autorités des sites de recasement regroupés au sein du cercle des ouvriers de Thiès. Ils se sont donné rendez-vous dans la cité du Rail. Ces artisans de la région de Thiès ont élevé la voix pour informer les autorités de l'impérieuse nécessité de prendre en compte leurs préoccupations. Baye Morsek, membre du cercle des ouvriers de la région de Thiès. Les problèmes que nous rencontrons toujours dans nos garages, problème d'espace, l'insécurité, surtout quand on est blessé ou un accident de travail nous arrive, on a toujours des problèmes de se soigner, on a des problèmes de rembourser les choses qu'on nous vole toujours. C'est pour ça que nous sommes unis. Tous les ouvriers de la région de Thiès, tôliers, peintres, mécaniciens, maçons, tailleurs, cordonniers, les mécaniciens organes, vulcanisateurs, pour ne citer que cela, mais il y a d'autres corps de métier qui sont là. S'agissant des hectares de terre attribués à des
promoteurs. Sur le site de Mbourkat, les artisans de Thiès réclament leur part pour reloger les différents corps de métier. Nous voulons qu'on nous donne des hectares ou des terrains, des sites pour que nous allons là-bas pour faire notre métier correctement, sans pour autant déranger personne. On est des fils de Thiès, nous formons des jeunes, des petits qui sont venus vers nous. On les forme sur le métier. C'est pour ça que nous les appelons toutes les maires, communes Thiès, Est, Ouest, Nord et maire Thiès-Ville, M. Babacar Diop, pour qu'ils nous aident à retrouver ces terrains-là et à nous mettre dans de très bonnes conditions. Ces ouvriers, regroupés au sein du cercle des ouvriers de Thiès, se disent oubliés. Selon eux, les autorités ne tiennent aucunement compte des intérêts et préoccupations des ouvriers de la région de Thiès. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Reprise de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor, opérateurs économiques et population toujours dans l'attente. Plus d'un mois après les garanties du Premier ministre, les pertes sont qualifiées de désastre. Acteurs économiques disent ne plus être convaincus par le motif d'ordre sécuritaire qui a été avancé. Koumba Sandiane Faye. À l'arrêt depuis le 1er juin 2023, suite aux événements malheureux, le navire Aline Sitoé Diatta n'a pas jusque-là repris la navette. L'économie de la région en pâtit et tout cela sont motifs valables. Celui évoqué lié à la sécurité ne convainc guère. Mambiram Ndiaye, opérateur économique. Mais on ne peut pas arrêter des bateaux comme ça, freiner l'économie de la région. Et sans explication aussi, c'est dans un pays normal et sérieux, ça ne doit pas se faire. Techniquement, Xavier Diatta, auteur de la pétition pour la reprise du bateau, savait que le délai n'allait pas être respecté, des préalables devraient être faits. La ligne, ça fait très longtemps qu'elle ne marche pas. Aujourd'hui, on va aller vers les 8-9 mois. Donc, toutes les bouées se sont complètement déplacés, donc c'est sûr qu'il va y avoir des bandes de sable qui font que même si on ne peut pas mettre un bateau qui amène des passagers comme ça sans pour autant qu'on ait fait ses préalables. Si c'est lié au financement, l'État n'a qu'à tenir un langage de vérité pour qu'ensemble autour d'une table une solution soit trouvée. Mambiram Ndiaye. Mais tu ne peux pas être là-bas pour dire que c'est un problème de sécurité point barre. D'autres parlent de problème de faillite escossamment parce qu'apparemment lorsque le bateau venait emprunter ou prendre à crédit du gazoil, mais ça aussi c'est des explications qu'il faut donner. Ensemble, avec les opérateurs économiques, on va trouver une solution. La reprise de cette liaison n'est pas pour demain la seule alternative pour Xavier Diatta et le cas à Kosomai. Ce qui est important, moi je crois que ce qui est important, c'est le préalable qu'on doit faire, c'est d'abord de casser la concession qu'on a donnée à Kosama, parce qu'il n'y a que Kosama seulement qui peut faire la desserte Dakar-Ziguinchor. Il faut d'abord qu'on la casse. Il y a d'autres opérateurs qui sont là, qui sont prêts à prendre ce truc-là, mais qu'on n'ait pas des œillères sur la Kosama uniquement. A rappelé que le Premier ministre en tournée économique dans la région avait demandé au gouverneur de Ziguinchor, Mortaletine, de réunir le plus rapidement possible la commission de sécurité afin qu'elle puisse proposer au gouvernement un plan de redémarrage des rotations du navire Aline Sitoé Diatta. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Une couche de poussière enveloppe le ciel depuis quelques heures maintenant. Selon l'ANACIM, cette situation est due à des zones de haute pression localisées sur le désert mauritanien. Ce phénomène va durer jusqu'à demain, mercredi. Mor Kébé, ingénieur prévisionniste à l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Il est avec Boubacar Dieng. Depuis hier, une grande partie du pays a été enveloppée par une couche dense de particules de poussière. Les régions nord et centre ont été particulièrement exposées à cette suspension de particules sèches. Ce phénomène découle de zones de haute pression localisées sur le désert, particulièrement sur la Mauritanie, qui ont engendré des vents forts capables de soulever et de transporter cette poussière jusqu'au Sénégal. C'est une situation qu'on a l'habitude de voir entre les mois de décembre et mars qui correspond à la période de poussière dans le Sahel et au Sénégal en particulier. Face à cette situation, nous avons émis en collaboration de la direction chargée de la gestion de la qualité de l'air, CGQA, un bulletin d'alerte de poussière. Ce phénomène risque de nous intéresser jusqu'au mercredi soir. Maintenant, pour d'éventuels changements, d'autres mises en jour du bulletin seront publiées dans les plateformes digitales de l'ANACIM. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Anna Rocha. Bonjour Georges Détier, bonjour à tous. À la une, la Guinée où la junte annonce la dissolution du gouvernement. Une dissolution temporaire annoncée hier par le porte-parole du régime militaire qui n'a donné aucune raison jusqu'ici à cette décision ni fixé de date pour la formation d'un nouveau gouvernement. Cette situation plonge la Guinée dans une nouvelle période d'incertitude politique. Plus de précisions avec Tom Chorin.
Amara Kamara, le secrétaire général de la présidence, a fait cette déclaration hier par une vidéo préenregistrée et diffusée sur les réseaux sociaux du pouvoir. Il a également annoncé que les chefs militaires autoproclamés nommeront le prochain gouvernement. Depuis le putsch de 2021, la Guinée est sous régime militaire. De nombreuses discussions ont été engagées entre les autorités militaires et les instances de la CEDEAO qui ont exercé des pressions pour engager les putschistes à organiser des élections et rétablir un gouvernement civil. Un accord avait été trouvé en octobre 2022 qui fixait un délai de transition de 24 mois pour le retour à un régime civil. Avec cette dissolution, ce sont les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et leurs adjoints qui s'occuperont des affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement. L'administration en fonction jusqu'ici n'avait pas connu beaucoup de modifications, hormis la nomination au poste de Premier ministre de Bernard Gomou à la place de Mohamed Beavogui en juillet 2022. Le nouveau gouvernement aura maintenant 10 mois pour organiser des élections et transférer le pouvoir aux civils, conformément aux accords signés avec la CEDEAO. La situation en Guinée demeure tendue et ce nouveau coup de théâtre fait s'éloigner un peu plus l'espoir d'un retour rapide à un système démocratique. Nana, le Niger va fournir du gasoil au Mali, au Burkina et au Tchad. L'annonce a été faite à Niamey après la signature d'un accord entre les ministres chargés de l'énergie de ces différents pays. Selon le ministre malien, cet accord va aider le Mali dans le domaine énergétique. Zanga Abdoulaye Ouattara. Ce protocole d'accord a été signé entre le Niger, le Mali, le Burkina, mais aussi le Tchad. Dans ce document, le Niger envisage de fournir du gasoil à ces trois États, mais aussi le Togo. Le document annonce aussi l'adoption d'une feuille de route pour la mise en route et la concrétisation du projet Desert to Power. Dans cette rencontre, les ministres de l'énergie de ces pays ont fait des recommandations, notamment la révision du tracé de la ligne de transport électrique et la liste des projets d'action prioritaires en prenant en compte le Togo et l'extension interne au Tchad. Pour des projets d'interconnexion en cours dans la sous-région, la rencontre de Niamey propose un nouveau tracé qui concerne le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad avec une bretelle vers le Togo. Rappelons qu'en décembre dernier, le ministre de l'énergie, Mme Bintou Kamara, était au Niger pour le lancement de la production du pétrole brut nigérien destiné à l'exportation. Cette production est estimée entre 20 000 et 110 000 barils par jour. À noter que depuis plusieurs mois, le Mali fait face à une crise énergétique qui, selon des observateurs, impacte l'économie du pays. Zanga Abdoulaye Ouattara, Bamako, Radio Futur Média. Plusieurs Maliens saluent cet accord signé entre les pays réunis pour la plupart maintenant au sein de l'Alliance des États du Sahel. Si pour certains, cette aide va donc permettre au Mali de résoudre le problème des délestages récurrents qui sévissent dans le pays. D'autres, au contraire, pensent que cette aide seule ne sortira pas le pays de cette crise de coupure d'électricité. Un micro-trottoir réalisé à Bamako par Zanga Abdoulaye Ouattara. Si ces pays se mettent d'accord pour soutenir le Mali en matière de carburant, pour soulever les défis énergétiques auxquels notre pays fait face, moi je dirais que seulement c'est une bonne chose. Nous sommes confrontés presque les mêmes problèmes. Je ne pense pas que le Niger sera capable de nous tenir longtemps cette fourniture. Je ne pense pas que la fourniture aussi sera une solution de notre coupure. Ça profite au Mali de pouvoir retrouver sa souveraineté énergétique et ça va profiter aussi au Niger, point de vue financier. Aujourd'hui, fournir du carburant à ce pays pour l'aider au moins à relever ces défis, c'est vraiment important. C'est un acte de solidarité. En Italie, 4 Égyptiens jugés pour la mort d'un chercheur italien. Il s'agit de 4 hauts responsables des services de sécurité égyptiens. Ils ont été jugés par contumace devant un tribunal de Rome. Ils sont accusés d'avoir enlevé, torturé et tué un doctorant italien au Caire. C'était en 2016. Merci Anna Rocha, c'était l'actualité internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Justice populaire, les cas sont devenus fréquents. Dernier en date à Ziguinchor, un homme d'une quarantaine d'années tué par un groupe de jeunes qui le prenaient pour un voleur. Nous allons parler de tout cela aux alentours de midi 35 avec nos deux intervenants. Et dans ce studio avec moi, Youssouf Bodian. Bonjour Youssouf. Bonjour Georges et bonjour à tous. Coupe du monde de beach soccer, le Sénégal et le Japon se disputent une place en quart de finale. Match prévu à 15h30 entre deux sélections qui s'étaient affrontées en demi-finale de la dernière Coupe du monde des Samouraïs Bleus
avait éliminé les Lions qui veulent gagner cette fois-ci pour accéder au quart de finale. À Dubaï, notre envoyé spécial sur le Tcham. Après la victoire sur la Colombie, les Lions du Beach Soccer sont bien conscients qu'il leur reste une autre barrière à franchir pour accéder au deuxième tour. Mamour Diagne. C'est comme une finale pour nous parce que celui qui gagne se qualifie et celui qui perd est éliminé. C'est pour cela qu'on doit se concentrer. Ils nous avaient éliminés lors de la dernière Coupe du Monde et là on se rencontre en match de poule. On doit tout donner. Même moi, la dernière fois, je n'avais pas joué. Et aujourd'hui, je vais faire comme si je jouais une finale. L'adversaire du jour n'est pas méconnu. Il s'agit du vice-champion du monde, le Japon, qui avait éliminé le Sénégal en demi-finale lors du dernier mondial 5-2. Un match qui s'annonce difficile, selon Babacar Fall. Je peux considérer comme une huitième de finale, parce que l'équipe qui va gagner va sortir au quart de finale. Ce sera un match très difficile, mais on va faire tout pour gagner, parce que la fois passée, on avait beaucoup d'absents. Cette fois-ci, on est au complet, sauf Seydina Gadiaga qui est blessé. Donc on fera tout pour passer en quart de finale et atteindre notre objectif. Si les cadres de l'équipe sont conscients de la situation, les novices ne sont pas en reste. Seydina Issa Laïsen confirme. Oui, je dirais une finale, parce que ce sera très difficile. Parce que le Japon aussi voudra se qualifier, mais nous, on est venus pour prendre la coupe. Inch'Allah, on va faire pas à pas jusqu'à atteindre notre objectif. L'engagement et la détermination pour la gagne restent les maîtres mots dans la tanière. Soda Thiam, Dubaï, Radio Futur Média. Sénégal-Japon à 15h30. Après donc une défaite d'entrée, les Lions sont montés en puissance et devraient avoir donc les moyens de battre cette équipe du Japon. C'est l'avis de l'entraîneur de Gorée Beach Soccer. Il s'appelle Mohamedou Lamine Choya. C'est le match qu'on doit gagner impérativement. Ils sont conscients aujourd'hui. Pour te dire, c'est l'adversaire qui nous domine souvent, le Japon. Mais cette année, vu le comportement de notre deuxième match, moi je sais qu'ils vont gagner ce match. Ils vont gagner ce match. J'espère qu'aujourd'hui il y aura de l'impact physique et tactiquement ils seront en place. Vous savez, ils ont changé le système à la deuxième sortie. Ils ont joué le système 1-2-1-1 pour empêcher le gardien adverse de sortir le ballon. Inch'Allah, aujourd'hui, l'équipe va montrer un autre visage. Inch'Allah, et ils vont gagner ce match. Nous demandons aussi le peuple sénégalais de prier pour l'équipe nationale de beach soccer. Sénégal qui affronte donc l'équipe vice-championne du monde en titre, le Japon à 15h30. Mais avant, dans cette poule, la poule C, la Biélorussie qui termine avec une troisième victoire consécutive, c'est face à la Colombie. 4-0 à 13h, on aura Oman-Portugal, Mexique-Brésil à 17h. Moi qui pensais que le match est prévu à 13h30, Youssouf Bodian, toutes mes excuses. C'est à 15h30, effectivement. Merci pour la précision. En Europe, Youssouf, suite des huitièmes de finale de la Champions League européenne. 2 matchs prévus ce soir à partir de 20h. On aura Inter Milan, Atlético Madrid, et PSV Eindhoven, Borussia Dortmund à la même heure. Nous enchaînons avec les Jeux Olympiques. Oui. Les Jeux Olympiques Paris 2024, le canoë-kayak aura 2 représentants. Oui, le dernier qualifié, Yves Boris, qui s'est emparé du seul ticket réservé aux kayakistes masculins en Afrique. Avant lui, Combesek s'était également qualifié pour Paris 2024. C'est une première pour le Sénégal, dont se réjouit donc le directeur technique national de la Fédération sénégalaise de canoë-kayak. Il s'appelle Massamba Fall. C'est une qualification historique, parce que c'est la première fois qu'on est 2 athlètes qualifiés aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc depuis 2008, nous sommes réguliers aux Jeux Olympiques. Et actuellement, après celui de Combé obtenu en novembre passé en sprint, donc voilà que nous décrochons le quota du continent africain. Donc ma réaction est très positive, et que maintenant il s'agit de continuer la préparation avec des rankings pour Yves Boris et des compétitions au championnat du monde, Coupe du monde pour Combesek. Ce sont 2 athlètes qui avaient bénéficié des bourses olympiques et qui se sont vraiment battus corps et âme pour obtenir cette qualification. C'était Massamba Fall, le directeur technique national de la Fédération sénégalaise de canoë-kayak, Georges. Merci Youssouf Bodian. Rapido et leur sticker rechargeable, direction de la santé mère-enfant, vous offre votre revue de presse.
La revue de presse de ce mardi 20 février 2024, lecture et commentaires. Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Présidentielle, pression des candidats retenus sur Macky Sall. Les CIS donc demandent à Macky Sall au plus vite de retenir la date de l'élection. Elle ne doit pas sortir du cadre fixé par la Constitution. Le FC 25 exige le respect du calendrier républicain et rappelle aux autorités l'urgence d'exécuter la décision du Conseil constitutionnel. La coalition Lyon 2024 pousse dans le même sens, mais tout le monde n'a pas la même vision. C'est le moins que l'on puisse dire. La coalition K24, Karim 2024 pour un dialogue sans délit pour reprendre le processus biaisé par un conseil constitutionnel dont il demande d'ailleurs la dissolution. Le Parti démocratique sénégalais et ses alliés réitèrent ces accusations. Certains candidats retenus par le conseil détiennent toujours une double nationalité, voire une triple nationalité. Pour la participation de Karim Wade à la présidentielle, le PDS prend Macky au mot inclusif, écrit d'ailleurs le journal L'As. Le dialogue pour reprendre le processus tribune note que Macky Sall est dos au mur et sa manœuvre dans tous les sens. Sur ça qui fait dans l'opinion ce matin invite tout le monde à aider Macky Sall à sortir par la grande porte et pour ce faire, lui-même doit s'engouffrer sur la brèche qui lui a été ouverte par le conseil, invitant les faucons à le laisser tranquille. Et la bonne direction selon le journal, c'est la décrispation, la libération de Sonko et ses militants retenus encore dans les prisons. Le journal en profite pour donner le nombre de détenus exact qui a été élargi. Le confrère retient le chiffre 344. Décrispation mot pour mot, l'Obs note que la pacification de l'espace public est à l'épreuve des déclarations incendiaires des détenus libérés, la hausse du ton et les paris perdus de la médiation souterraine. Libération continue des détenus dits politiques, les dessous d'une vaste opération. Le quotidien nous explique ce matin que ce qui est fait dans la plus grande opacité. C'est ce qui pose d'ailleurs la ministre de la Justice, garde des Sceaux, maître Aïssata Tall Sall, à prendre la parole cet après-midi. Pour le procureur, ce sont bien les juges d'instruction qui ont signé les ordonnances de mise en liberté, écrit d'ailleurs le confrère. Le journal Les Échos qui lui aussi s'interroge le procédé, ou plutôt sur les procédés du procureur, note qu'il s'est entendu en fait avec les juges d'instruction. Tous les dossiers ne sont pas acceptés. Il y a des cas où le procureur s'est opposé. Certains magistrats ne sont pas contents tout de même du procédé utilisé. Libération en profite pour nous entraîner au cours de la maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor. Là-bas, plus de 70 détenus sont en grève de la faim, nous dit le journal. Dans le lot figure une dizaine de femmes, des mineurs et Amadou Sané, maire de Diakounda et représentant de ex-Pastef. Ousmane Sonko Macky Sall, que mijote-t-il? Le journal enquête avoue son ignorance. Les cartes se brouillent dès qu'on cherche à y voir clair, note la publication. Direct News prend la balle au bon et renseigne qu'en vérité, à ex-Pastef, on souffle le chaud et le froid. Guy Sagna crie tout haut quand Abbas Fall négocie tout bas. Le journal note que le leader d'ex-Pastef joue sur ces deux tableaux. Mon confrère note que Abbas Fall, le député, et le Malien Ousmane Yara font office de médiateurs. Ce même Ousmane Yara avait conduit Abdoulaye Wade en 2019 à Conakry, ce qui avait généré le protocole qui porte le même nom que la capitale guinéenne. Monsieur Yara, dit le journal, très fréquent au Cap Manuel, est le véritable médiateur entre le leader de ex-Pastef et le président Macky Sall. Abbas Fall s'est rendu notamment chez le président Macky Sall. Politique toujours, mais Bosby le jour lui s'intéresse aux petites querelles entre ex-Pastef et Taxawu Sénégal. Le journal nous dit que Khalifa Sall cherche à piéger ses anciens camarades de Yewwi Askan Wi en provoquant un duel à chacune de ses prises de parole. Bipolarisation, Khalifa Diomaye Faye, c'est ce qu'il cherche dans les débats télévisés et sur les réseaux sociaux. Objectif, faire oublier le candidat de Benno Bokk Yakaar, Rose Wardini, qui oublie sa candidature. Elle jette l'éponge après avoir été épinglée, vous le savez, pour parjure. Selon le juriste Ndiogou Sarr et le professeur Abdourahmane Thiam, chef du département de Sciences Po à l'UCAD, ce retrait ne saurait entraîner le report de la présidentielle. Bonne nuit à tous. Rapido et leur sticker rechargeable. Direction de la santé mère-enfant vous ont offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue à 12h35. Alassane Seck, président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Bonjour Alassane Seck. Bonjour Georges Diop. Avec nous également Dr Souleymane Lo, sociologue, enseignant-chercheur. Monsieur Lo, bonjour. Oui, bonjour Détier. Alors nous allons parler de justice populaire. On le disait, les cas qui sont devenus fréquents. Dernier en date à Ziguinchor, un homme d'une quarantaine d'années tué par un groupe de jeunes qui le prenaient pour un voleur. Il n'y a pas longtemps, un cas a été enregistré à Thiaroye.
Alors, Alassane Seck, comment réagissez-vous à cette justice populaire qui semble être édictée en règle? Oui, Georges, c'est vrai que nous sommes dans une totale situation d'incompréhension. C'est regrettable qu'on puisse arriver au Sénégal actuellement en 2024 à ce genre de situation, qu'on puisse se faire justice soi-même. Je pense que nous sommes dans une hystérie collective, c'est une folie collective. Notre société a besoin de docteurs comme Dr Lo, ou en quoi un psychologue ou un psychiatre à la limite, parce que nous sommes dans une situation d'incompréhension, que c'est la folie collective, les gens marchent sur la tête et tout est permis au Sénégal actuellement. Je pense qu'il faudra peut-être se préparer à un deuil national. Vraiment, c'est le cas de dire Georges. Alors, c'est pas aujourd'hui seulement, il n'y a pas très longtemps, on semblait voir la même chose avec cette même vindicte populaire, en règle qui s'expliquait, pour certains, par la recrudescence des cas d'agression. C'est vrai que ça fait quelques années que nous sommes dans une situation d'instabilité, à la limite psychologique, de tous les Sénégalais, de tous les citoyens. On a pu voir ici et là, comme vous l'avez constaté avec les jeunes, ce départ de tout azimut vers l'Europe à tout prix. Donc avec une série de morts innombrables. Donc tout ça pour dire que le pays a besoin peut-être de se reprendre en main par les autorités. En tout cas, les prochaines autorités qui viendront après ces élections présidentielles devraient faire un grand coup donc, de guérison collective, parce qu'actuellement, on peut le constater, on peut le regretter, le Sénégal n'est pas dans une situation stable. Ça, c'est le cas de le constater. Nous l'avons constaté, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on a besoin de médecins, de docteurs, de psychologues, de psychiatres pour à la limite soigner cette population-là qui est dans une position qu'on ne peut pas accepter, qu'on ne peut pas comprendre. En parlant de politique, voulez-vous dire qu'ils y sont pour quelque chose, Alassane? C'est pas loin de ça, Georges. On a vu, c'est vrai que depuis quelque temps, depuis 2021, nous avons vu le pays instable sur le plan social, et tout ça est lié à la politique, vous l'avez constaté, vous le savez mieux que moi peut-être, Georges. Tout ça est pour dire que donc, le pays est instable, il y a beaucoup de guérillas urbaines, il y a beaucoup d'activités de guérilla dans les villes, dans les zones urbaines, dans les zones même rurales. Les gens sont assez motivés, ils sont conscientisés dans le mauvais sens peut-être, pour réagir, pour se donner une légitimité de faire justice. Et ça, c'est dans un pays où l'État ne contrôle plus rien du tout, et c'est le cas où on le constate, on le regrette. Alors, je reviens à vous dans un instant, Alassane Seck, docteur Souleymane Lo, sociologue, enseignant, chercheur. Docteur, pourquoi le Sénégalais n'est plus tolérant? Pourquoi ne comprend-il pas que l'on ne doit pas se faire justice soi-même? Merci beaucoup, Détier. Au fait, c'est vrai que tout à l'heure, on a donc des difficultés pour comprendre donc la situation, et pourtant c'est tellement simple, parce que évidemment il faut regarder du point de vue donc des causes. En tout cas, la principale n'est rien d'autre que le sentiment d'impunité qui habite en tout cas donc ces citoyens, qui d'une certaine manière perçoivent que les auteurs donc de vol en général ou de ces crimes ne sont pas suffisamment punis donc par le système judiciaire, pour dire que c'est le système judiciaire qui pose donc un problème essentiel, en tout cas en qui donc les gens n'ont plus de confiance, par du point de vue en tout cas des traitements de l'impartialité qui n'est plus donc de mise. En général, on a trop constaté qu'à chaque fois qu'il y a donc des cas de vol, en tout cas donc des crimes donc du genre, et qu'on a recours donc à la justice, souvent on les retrouve en tout cas quelque temps après donc dans la rue. Par conséquent, les citoyens ont fini par ne plus avoir donc confiance donc en la justice donc sénégalaise, et que par conséquent, quand même, d'une certaine manière, pensent que la meilleure manière, c'est de se faire justice donc soi-même, c'est-à-dire de retourner en tout cas à l'orthodoxie donc normale dans le cas donc de la tradition donc des coutumes. On sait qu'il y a beaucoup donc de coutumes au Sénégal qui avaient donc des modes de traitement spécifiques donc dans ces cas donc d'espèces. Par exemple, quand vous prenez donc la communauté donc Lébou, d'habitude on dirait qu'il y a des quartiers où n'importe qui ne se permettrait pas de s'aventurer, de voler, etc. Parce que si tu le fais tout de suite, donc il y a des méthodes donc drastiques avec lesquelles on va faire face donc à ce type donc de vol. Donc c'est des façons donc tellement sévères, mais c'est pour. On vous envoie à la mer par exemple pour provoquer une noyade. Justement, donc c'est ce que faisaient donc les Lébous. Chez les Sérères également, il y a donc des méthodes ainsi, etc., etc. Et en général,
c'était des méthodes qui étaient très efficaces parce que ça dissuadait donc à toute tentative, voyez, à toute récidive, etc., etc. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une pluralité donc de cas de vol, donc de meurtre, parce que évidemment la justice semble être en tout cas le foyer donc de protection donc de ces délinquants et que la société n'en vaut plus et voilà donc une des raisons pour lesquelles en tout cas les citoyens agissent donc de la sorte. Mais docteur, est-ce que certains ne se perdent pas dans leur posture quand on prend le cas de Ziguinchor, la personne qui a été tuée a été confondue à un voleur? Oui, ça peut arriver parce qu'en général, d'ailleurs, donc c'est en tout cas donc le mouvement populaire, il y a toujours donc des dérives qu'on peut noter, mais l'idée de départ, c'est que évidemment il y a un voleur, certainement il y en a autant qui ont été victimes donc de vol, et par conséquent, celui-ci va devoir faire donc les frais. Dès l'instant qu'il est pris, tout le monde cherche maintenant à déverser donc sa bile donc sur lui, sur sa personne, jusqu'à ce que donc mort s'en suive. Mais ce qu'il faut simplement retenir, que ce mode donc de traitement qui semble être adopté de plus en plus dans des cas donc pareils dans la société sénégalaise, on peut comprendre cela parce que c'est un retour donc vers en tout cas les méthodes traditionnelles par lesquelles on réglait donc ces types de cas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui donc il y a une faillite du point de vue donc de notre système donc judiciaire qui devrait donner donc de gages, voyez, par rapport maintenant au traitement donc de ces cas. Je reviens à vous, docteur Souleymane Lo, pour donner la parole à Alassane Seck pour sa deuxième prise de parole. Alors, Alassane Seck, on sait que la vindicte populaire va même jusque sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, sur quel levier devrait-on appuyer pour qu'on n'en arrive pas à ces cas de figure? Ça va être très compliqué. Hein. C'est vrai qu'il faudrait ce qu'on appelle une refondation de la société, une refondation en tout cas des mentalités. Actuellement, on l'a dit, il n'y a aucune légitimité, aucune légalité pour prendre en soin, pour prendre donc en charge la punition de quelqu'un qui a fauté. Et comme vous le constatez, il y a eu beaucoup de dérives, beaucoup de, comment je peux appeler ça, quelques erreurs d'appréciation, et ça a été le cas de Ziguinchor. On a crié au voleur et on prend le premier venu et on le tue. Donc ça c'est inexplicable, impardonnable, même si à l'époque ancienne, ça se passait comme ça dans le pays. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. La loi doit être donc dans toute sa rigueur appliquée. Que les autorités, que ce soit politique d'abord, qu'il y ait donc les forces de l'ordre et les défenses, la justice elle-même, tout ça devrait prendre en charge cette situation pour qu'il n'y ait pas d'impunité, comme le docteur Lo l'a dit. Il faut qu'il n'y ait pas d'impunité, que les charges, que les sanctions soient à la hauteur des forfaits. Que si quelqu'un fait une faute, la personne doit être punie. Malheureusement, ce n'est pas le cas, on peut le constater. Et malheureusement, je pense que comme le contexte s'y prête actuellement, parce que nous sommes dans... Mais on avait constaté, il y a de cela quelques mois, quelques années, une levée de bouclier de la société civile. Est-ce que levée de bouclier de la société civile contre la justice populaire, est-ce que vous allez remettre ça? Ah oui, il y a de quoi remettre ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Ça, c'est comme on vous l'a dit, nous sommes dans une période actuellement, une période assez compliquée, assez instable, mais notre première mission, notre premier mandat, c'est de faire en sorte de protéger l'espèce humaine, de ne pas en arriver. On a interdit la peine de mort depuis 2004, il n'y a pas de peine de mort au Sénégal. À plus forte raison, quelqu'un qui est tué sans avoir fait une faute. On l'a accusé à tort et ça a été le constat. Donc vous voyez que même si ceux qui ont fait des crimes ont été donc exemptés de répression mortelle, le cas donc de la suppression de la peine de mort, à plus forte raison que des populations se lèvent pour faire justice et tuer donc un concitoyen impunément. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est d'abord en première position de faire de la sensibilisation au niveau donc de l'État. L'État doit prendre en charge cette situation, rappeler donc ce qui peut arriver à quelqu'un qui aurait tué donc de façon volontaire donc son concitoyen. Il faudra que l'État soit très rigoureux, très fort. Malheureusement, c'est pas le contexte qui se passe. On est dans la politique politicienne, on est dans des tours de passe-passe et on a fini d'oublier les principes élémentaires de respect des droits de la personne humaine. Merci Alassane Seck, président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Je termine avec vous, docteur Souleymane Lo. Au-delà de cette justice qui, vous l'avez relevé, est défaillante, qu'est-ce qu'il faudra faire? Est-ce qu'il ne faudrait pas impliquer davantage les parents dans l'éducation? Oui, en fait, ce
c'est vrai qu'il y a une part donc, de l'éducation, toujours on l'implique. Mais moi, je pense que d'abord, ce qu'il faut faire pour davantage assurer donc, le peuple, particulièrement donc, les citoyens qui ont tendance à agir donc, dans ce sens, c'est d'abord que cette justice-là soit renforcée, que la justice soit davantage impartiale donc, dans le mode donc, de traitement, en tout cas donc, des cas de vol, etc. Se donner davantage donc, du sérieux et qu'il y ait moins donc, de politique politicienne, comme l'a dit M. Seck, et réduire donc les délais judiciaires aussi, parce que d'habitude, on constate qu'une fois qu'une personne soit remise donc à la justice, ça peut prendre tellement donc, de temps sans qu'il y ait donc un procès, sans qu'il y ait en tout cas de suite par rapport à cela. Donc ça décourage donc les Sénégalais et c'est cela qui fait qu'à la longue, on a tendance à vouloir se faire justice soi-même. Donc il faudrait que la justice, du point de vue en tout cas du suivi donc, de ces cas-là, soit davantage exemplaire, soit davantage donc, efficace. Si tel n'est pas le cas, ça va continuer à créer donc, ce manque de confiance et que donc, les gens auront toujours donc, tendance à agir donc, de la sorte. C'est vrai, l'éducation est une chose, mais il en est une autre du point de vue donc, de la réaction des gens qui peuvent être à la limite incontrôlables à un certain moment, donc dans certaines circonstances. La justice, mais également les politiques à travers leur discours, sans que rien ne leur arrive. Oui, évidemment, c'est-à-dire que, malheureusement, c'est ça, hein, c'est-à-dire que moi, je pense que, véritablement, donc, le problème, c'est que c'est lié, donc, à la justice. Il y a trop, donc, d'impunité. Et le peuple, en général, pense être, à la limite, laissé en rade. Le peuple pense souvent que, quand on n'a pas, donc, les moyens, évidemment, donc, de poursuivre, en tout cas, un voleur ou bien un criminel, donc, en justice, c'est peine perdue parce qu'on n'obtiendra pas, donc, gain de cause. Et dans ce sentiment donc d'impunité, donc de désenchantement chez les citoyens, quand même crée à la limite donc ces genres d'effets, ces conséquences que nous observons malheureusement au sein donc de la société de façon globale. Merci Dr Souleymane Lo, sociologue, enseignant, chercheur. Merci Alassane Seck, président de la Ligue sénégalaise des droits humains. C'était Point de vue, c'était le grand journal. Merci à Abdoulaye Diop qui en a assuré la partie technique, Maïssa Mbaye à la digitalisation, El Hadj Ndiogou Diène à la réalisation, Awa Mbaye, chef d'édition. À 13h, retrouvez El Hadj Ndiogou Diène pour le grand journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur Radio Futur.